Nous allons tout doucement débuter la conférence de presse de ce jour. Si c'est possible de commencer tout doucement, étant donné qu'on s'excuse pour le retard que nous avons pris. Le GPS indiquait 220 km entre Valenciennes et ici. On a fait environ 350, on n'a pas compris. Est-ce que c'est le GPS ou c'est nous qu'on n'a pas su suivre le GPS? Il s'est passé un petit couac et malheureusement, on a pris du retard, on s'en excuse. Avant de débuter la conférence de presse, je voudrais préciser également l'information que nous avons eue ce matin concernant un ami très proche de M. Sekerji Remzi. Il a perdu un ami très proche, c'est pour cela également qu'aujourd'hui on va essayer d'aller à l'essentiel pour permettre à notre ami Remzi de pouvoir tout doucement accepter ou du moins tout doucement évacuer sa douleur. Donc aujourd'hui on est à la conférence de presse concernant encore une investiture. Vous le savez depuis hier, les investitures ont été officialisées depuis 18h. Nous avons pu, le parti Égalité et Justice, comprend actuellement 52 investis officiellement au sein des législatives de 2017, à savoir le 11 et le 18 juin prochain. Le parti Égalité et Justice, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un parti qui a été fondé en 2015, janvier 2015. Et depuis janvier 2015, c'est un parti qui est présent à toutes les élections, que ce soit locales ou nationales. Le parti Égalité et Justice a été fondé à travers des personnes investies dans la politique, des personnes qui ont participé à la vie active depuis 1989. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont aperçues très vite, très rapidement, que les partis ordinaires ne leur donnaient pas la place, ne leur donnaient pas des responsabilités pour que ces derniers puissent également faire avancer le débat. Et ceci a donné lieu à ce qu'il y ait une formation politique qui se mette en place, à savoir un parti, notamment à travers deux mots très importants, passé et justice. C'est ce qui manque et c'est ce qui a toujours manqué dans les partis ordinaires et dans la société actuelle. Avant de fonder le parti, bien entendu, on est passé par des étapes. Nous sommes passés par des étapes, à savoir des listes indépendantes, des candidatures sans étiquette. Mais malheureusement, on s'est dit que si on veut vraiment porter un message à moyen long terme, il y a une nécessité important de devoir constituer un parti, un socle pour que les électeurs puissent, à chaque élection, pouvoir se retrouver à travers un projet qui est travaillé à long terme. Ceci a donné lieu justement à la fondation du parti Égalité et Justice en janvier 2015. Il est simple, ce que nous défendons, c'est avant tout, nous défendons qu'il y ait plus d'égalité et plus de justice dans la société. Malheureusement, nous sommes tous confrontés aujourd'hui à de nombreuses inégalités, que ce soit culturelles, sociales, économiques et autres. Et en plus de cela, nous avons beaucoup d'injustices dans la société actuelle. Ce sont toujours les mêmes personnes qui ont leurs privilèges, ce sont toujours les mêmes personnes qui continuent à gouverner alors qu'on nous fait comprendre que le système va changer. Nous pensions qu'à la veille du premier tour des élections présidentielles, il y allait y avoir un réel changement, une réelle modification de la classe politique, mais encore une fois, on s'est un peu fait avoir avec le gouvernement provisoire. Étant donné que certes, il y a beaucoup de gens qui sont issus de la société civile, des ministres, des secrétaires d'État, mais malheureusement, les postes les plus importants, une fois encore, nous avons les ténors de la politique qui sont là, présents à côté, que ce soit du Premier ministre ou bien du Président de la République. On a dit qu'on allait faire fi de tout ce qui se passait et qu'on allait changer en profondeur les pensées politiques. Nous avons le Premier ministre qui est à l'image de son mentor, à savoir Alain Juppé. Donc, on se dit comment le changement va arriver si ce n'est pas à travers des personnes comme vous, à travers des personnes comme Remzi Sekerji, son suppléant, M. Papa Dembe Ndiaye, qui sont là pour porter un message qui vient d'en bas. Il faut une fois pour toutes se dire qu'il est temps, si nous voulons changer aujourd'hui les choses, c'est que nous, les personnes issues de la classe populaire, de la diversité culturelle et cultuelle, nous avons besoin d'être entendus. Il ne suffit pas que ces politiques viennent à la veille des élections nous faire des sermons en nous disant que tout va changer et qu'ils sont là aujourd'hui pour mettre une politique adaptée. Et ce qu'ils font, c'est des politiques de rénovation de façade et nous font comprendre qu'il n'y a rien qui va pouvoir avancer. Nous, ce qu'on demande avant tout, c'est pouvoir tous vivre en quiétude. Nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir vivre bien ensemble et non vivre ensemble alors qu'on oublie la notion du bon vivre ensemble. Si nous ne vivons pas bien ensemble, il n'est pas nécessaire de vivre ensemble étant donné qu'il y a une animosité entre nous qui se crée, il y a des fossés, il y a des non-dits, il y a une certaine stigmatisation, une marginalisation parce qu'on est différent de par sa pensée, de par sa couleur, de par sa conviction, de par ses envies personnelles et ceci fait en sorte de créer des fossés dans la société. C'est pour ça que nous disons qu'il est temps aujourd'hui qu'il faut mettre tout ça de côté et que la société française tout entière
peut réussir à relever les défis de demain. Les défis de demain sont lesquels? Ce sont notamment les défis de la lutte contre la précarité, de la lutte contre la crise économique et non la lutte concernant soi-disant une partie de la population qui est nuisible, une partie de la population qui rend nocif le bien vivre ensemble. Nous disons que chaque personne a envie de vivre dans une certaine quiétude, dans une certaine volonté d'aller mieux vers l'avant, mais ce qui est mis en avant surtout aujourd'hui, ce sont les manquements. On oublie que les gens aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de croire en la politique. Et nous sommes là pour redonner une certaine envie d'aller ne serait-ce que voter. C'est malheureux dans une société comme la nôtre qu'aujourd'hui, il y a un taux d'abstention aussi important, alors qu'il y en a qui ont lutté, qui ont donné de leur vie pour pouvoir obtenir ce droit de vote. Aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, il y a les gens qui boudent les urnes. Mais ils oublient une chose qui est très importante, c'est lorsqu'on ne va pas voter, ce sont toujours les mêmes qui sont au bateau, c'est toujours les mêmes qui sont aux affaires, ce sont toujours les mêmes qui guident, qui téléguident ce qui doit être fait et ce qui doit être dit. Donc on oublie que la politique vient tous les jours. Et qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la politique qui est là pour nous gouverner, pour nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est pour ça que nous avons besoin, avant tout, d'aller voter et surtout que le peuple puisse faire entendre sa voix. Nous disons qu'il faut arrêter de parachuter des personnes, des énarques, des personnes qui ont un bagage, qui ont soi-disant une capacité de pouvoir réformer la société alors qu'ils ne connaissent pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est pour ça que lorsque on nous demande quel est le clivage politique que nous avons actuellement, on dit une chose essentielle. Il n'y a ni droite ni gauche. Avant tout, c'est l'humain. Dès qu'on fait déjà la division entre droite et gauche, on crée cette séparation entre des personnes. Mais si on pouvait mettre en avant que l'être humain pouvait tous ensemble réussir à relever les défis, on pourrait tous ensemble, que ce soit une politique qu'on dit de droite ou de gauche, s'adapter à une politique pour pouvoir vivre en harmonie. C'est ce que nous défendons aujourd'hui et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fort heureux et je partage également la tristesse de notre ami Remzi, mais nous sommes fort heureux de pouvoir officialiser 52 candidatures dans toute la France. Et ceci, il faut le noter parce que le parti Égalité et Justice, on dit à chaque fois que c'est un parti local, un parti qui est plus centré à l'est de la France. Non, le parti Égalité et Justice n'est pas un parti local. Aujourd'hui, ce n'est pas un parti départemental, régional, c'est un parti national. Nous avons des candidats à Évreux, à Dreux, à Valenciennes, à Marseille, à Perpignan, à Strasbourg et j'en passe. Donc aujourd'hui, on prouve qu'il y a réellement une volonté de vouloir changer les choses et que ça passe par vous. Le parti Égalité et Justice, c'est le parti du peuple, c'est votre parti. C'est votre parti, c'est à vous aujourd'hui de pouvoir ramener ces gens à gouverner. C'est à vous aujourd'hui de pouvoir faire monter ces candidats davantage et davantage pour que leurs paroles soient prises en considération. C'est pour ça que nous disons que tout ce qu'on fait, on le fait à travers le peuple parce que le peuple n'est pas entendu. Et c'est de là que nous disons que notre socle électoral, c'est la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle. Parce qu'on oublie souvent que c'est eux la plus-value de la France. C'est eux qui rapportent une certaine richesse. C'est eux qui permettent aujourd'hui de montrer que la France, à travers sa diversité, permet d'être de plus en plus forte. Et c'est de ce point qu'il faut travailler davantage et davantage. Pour en finir, je dirais une chose, avant de passer la parole à notre ami Remzi. Sachez une chose, que dans la vie, il faut toujours avoir de l'adversité. Si on n'a pas d'adversité et qu'on ne protège pas ses valeurs et qu'à chaque fois on fait des concessions, malheureusement, un jour on se rend compte qu'on n'est plus la même personne. C'est pour ça que nous disons que toute personne a sa place au parti Égalité et Justice, sans exception. Et surtout, on ne demande pas que le cordon ombilical soit coupé, on ne demande pas qu'il y ait une assimilation, on demande avant tout qu'il y ait un bon vivre ensemble, qu'on puisse tous avancer ensemble. Et pour finir, nous sommes non pas vos seigneurs, mais nous sommes vos serviteurs, nous sommes pour vous servir, pour faire monter votre parole au plus haut. Je vous remercie et je donne la parole à M. Remzi Chekarjee. Merci. Tout d'abord, donc, je dois annoncer que, comme mon président vient de vous annoncer, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. J'ai perdu un très cher ami. Je viens d'apprendre la nouvelle il y a environ une demi-heure. Donc, je suis en face de vous avec une grande tristesse, malheureusement. Mais la vie continue. Donc, je vais essayer de faire mon discours le plus court possible. Tout d'abord, je vais me présenter. J'habite à Évreux depuis environ 36 ans. On a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de promesses par nos précédents politiciens. Mais malheureusement,
les choses ne avancent pas comme on veut. Et aujourd'hui, donc, je suis content et je suis heureux de m'avoir investi dans ce nouveau parti qui est Parti Égalité Justice. Et je suis heureux de faire la partie avec M. Kolak et ainsi que tous les autres 52 personnes qui sont investies dans cette nouveau parti. Alors, c'est comme je vous ai dit, je suis avec la tristesse, malheureusement, je ne peux pas trop parler aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mon suppléant, Monsieur Demba. Je lui remercie d'ailleurs d'avoir pris place avec moi et nous allons faire des choses bien à Évreux. Merci. On remercie notre ami Ramzi, on voit à quel point il y a de l'émotion. Et encore une fois, il a dit une chose importante, si la vie continue, nous, on est investis pour vous, pour la population, pour le peuple. Malgré qu'il y ait une tristesse, il n'a à aucun moment demandé que cette conférence soit aujourd'hui annulée ou reportée. S'il y a eu du retard, c'est dû à cause de nous, étant donné que le GPS, on n'a pas suivi et on a pris du retard. Mais encore une fois, on voit à quel point il est engagé. Pour faire changer les choses à Évreux, il faut le soutenir davantage et davantage. Je passe la parole à M. Ndiaye. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous remercier, non seulement de votre présence aujourd'hui, mais de la contribution que vous avez pu nous apporter dans l'élaboration de notre programme. Pourquoi nous avons pensé qu'il était utile et indispensable de travailler avec la population, c'était aussi pour témoigner du grand respect que nous avons par rapport à l'ensemble des habitants qui constituent la circonscription, mais aussi de repérer les difficultés, les propositions que chacun d'entre nous pourrait avancer et de faire en sorte qu'il y ait un consensus le plus large possible en termes de partage des propositions que nous comptons présenter et qui, de mon point de vue, sont des questions qui sont posées au plus profondément de la vie collective que nous vivons. Je voudrais aussi remercier Ramzi de la confiance qu'il a témoignée à mon égard, parce que rien ne lui obligeait de me proposer d'être son suppléant, et je le prends aujourd'hui avec gravité et sérieux pour pouvoir être aussi digne de la confiance qu'il m'a témoignée. Je commencerai par dire que la France, elle a toujours été très forte par sa diversité. Donc la diversité est un atout prépondérant pour notre pays et pour notre territoire, pour que nous puissions aller vers un meilleur vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, c'est celui qui a permis à la France d'avoir la dimension qu'elle a aujourd'hui, dimension territoriale, comme dimension aussi en termes de population. Puisque c'est le commun vouloir qui a permis aux Savoyards d'être des Français, qui a permis aux Bretons d'être des Français, qui a permis à d'autres et d'autres et d'autres, voire même les territoires d'outre-mer, voire même les pays africains qui ont fait. Tous nos compatriotes ont vocation à y adhérer, à apporter leur contribution et à contribuer aussi à leur réalisation et à leur mise en œuvre. Si on analyse très bien la situation de chacun d'entre nous, ça nous conforte du fait que nous, on a pensé, pas forcément avant les gens, mais on a souhaité nous lancer et faire en sorte qu'une mobilisation très forte puisse se mettre en œuvre et qui va contribuer aussi à ce changement politique qui permettra aux citoyens d'être en phase avec la politique qui est menée et d'y apporter toute leur contribution. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que nous avons une vocation à nous inscrire dans une confiance mutuelle. Si la confiance n'est pas là, rien ne pourra se faire. Et d'inscrire aussi notre démarche dans le long terme. Le long terme, c'est-à-dire que la vie politique qui va se mettre en œuvre sur notre territoire, nous avons un rôle à y jouer. Et ce n'est pas un rôle de figuration tout simplement parce qu'il y a les élections, mais c'est de poursuivre
cette dimension jusqu'à ce qu'à un moment donné aussi, nous prenions toute notre responsabilité dans la prise en compte des objectifs, des actions, de tout ce qui va se mettre en œuvre sur le territoire. Nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos proches, nous le devons à nos enfants, nous le devons aussi à la République. Parce que la République, c'est elle qui fait de nous tout ce que nous sommes individuellement et collectivement. La République, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas quelque chose de faible ou de rétrograde. Mais la République, c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre ensemble et de faire en sorte que chacun d'entre nous, et chacun aussi dans sa diversité, puisse être un citoyen qui remplit pleinement et entièrement son rôle. Je redonne la parole au président. Pour ne pas aller encore trop long dans le discours. Mais en tout cas, je vous remercie parce que la confiance que vous me témoignez, elle m'oblige. J'espère que je serai à la hauteur. Avant de passer aux questions, je dirais une chose, c'est qu'on voit à quel point M. Ndiaye est investi par cette mission et on a vraiment envie de l'écouter. Il a beaucoup de choses à dire et des choses très sincères et très sérieuses pour que l'avenir soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Donc s'il y a des questions, nous sommes prêts à prendre des questions. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de censure. Vous êtes en direct, n'ayez peur, n'ayez crainte. Comment avez-vous présenté votre campagne électorale? C'est sa question pour le candidat. Oui. On va laisser répondre le suppléant, étant donné que le candidat aujourd'hui est un peu... Oui, pour le suppléant. Oui, parce qu'aujourd'hui, le candidat, on va un peu le ménager. Ouais. Alors, comment nous allons mener campagne? Donc hier, on a eu au niveau de la préfecture les attributions des panneaux. On a récupéré nos supports de communication, d'information. Alors, on avait pensé de répertorier l'ensemble des manifestations qui auront lieu sur l'ensemble du territoire et de faire en sorte que notre présence soit effective à ces moments-là. Le porte-à-porte aussi, il se fera probablement dans tous les immeubles et toutes les communes. On va cibler un certain nombre de logements, etc. pour y aller, parce que si on veut faire dans les immeubles tous les logements, on n'y arrivera jamais. Mais en même temps aussi, de mettre en place des temps de rencontre, de réunions ouvertes, où chacun va pouvoir poser sa question, donner son avis sur les documents qui vont être proposés, donner son avis aussi sur la démarche qui est mise en œuvre. Tout est ouvert, rien n'est fermé. Le contact avec les habitants, on va essayer de la rendre la plus en proximité possible. Et les événements qui se déroulent dans la ville? Tout à fait. Notre présence, voilà. On avait prévu ce matin d'aller nous confronter à Bruno Le Maire sur le marché, mais compte tenu du fait que la nouvelle nous est arrivée en cours de chemin, j'ai proposé à Ramzi de reporter à une autre fois, le temps qu'il puisse reprendre toute sa dimension pour être plus efficace que ça. Vous allez faire des réunions dans des salles sur le CDC, la circonscription que vous avez? Alors, on avait pensé à répertorier toutes les grandes villes qui sont dans la circonscription et dès à présent, on va y aller. Et quand on va se rendre sur ces territoires-là, on va aller voir en premier le maire pour lui signifier notre présence sur son territoire et que nous allons afficher sur les panneaux qui nous ont été attribués et de voir avec lui s'il y avait un équipement ou une structure qui pourrait nous permettre d'organiser quelque chose. Si on ne l'a pas, quand il y a des manifestations qui sont prévues sur ces territoires-là, nous en profiterons pour échanger avec les habitants et leur donner aussi nos prospectus en termes d'information. D'accord. Vous avez vous pouvez citer un petit peu les villes que vous avez... Excusez-moi, il y a que moi qui pose des questions. Non, allez-y. Voilà. On se connaît maintenant. Donc, voilà, excusez-moi, peut-être que les gens sont peut-être pas là. Vous pouvez dire quelques des villes que vous avez... Alors, on ira à Passy, je parle de mémoire, hein. On ira
Oui, on ira à Dreux déjà. à Dreux, Saint-André, etc. Toutes les grandes villes, on va y aller, quoi. En fin de compte, ce que M. Ndiaye essaie d'expliquer, c'est que la campagne est très courte. Et très courte, ouais. La campagne est courte et c'est dû au fait qu'il y a les élections présidentielles et malheureusement la campagne officielle ne commence que le 22. C'est-à-dire que la campagne officielle n'a pas encore commencé. Donc elle commencera lundi et dans un laps de temps très restreint, ils vont essayer de cibler au maximum et essayer de faire le plus possible de la proximité, du contact. C'est vrai que de remplir des salles, c'est bien. Mais les salles, lorsqu'elles sont remplies, aujourd'hui, je vous remercie. C'est que les convaincus qui viennent. Et aujourd'hui, vous posez des questions, mais lorsqu'on fait du tête-à-tête, lorsqu'on rencontre les gens et qu'on va au contact, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on va pas entendre, mais dans une salle entière, les gens peut-être n'osent pas prendre la parole, alors qu'ils ont peut-être des problèmes qui sont très importants pour l'évolution déjà de la circonscription et de la société en soi. Et c'est pour ça qu'ils vont privilégier de faire du porte-à-porte, aller au contact des gens pour essayer vraiment d'entendre ce qui se passe sur le terrain. Et pas remplir des salles de 100, 200, 300 personnes, faire un petit discours d'une demi-heure et dire merci à tout le monde, se faire applaudir et partir. Notre objectif, c'est pas se faire applaudir, c'est avant tout d'atteindre les cœurs. La proximité, elle est indispensable. C'est quoi vos objectifs prioritaires? Comment? Vos objectifs prioritaires. Les objectifs prioritaires. Les objectifs après, prioritaires. On peut les analyser sur plusieurs plans, mais les objectifs prioritaires sur lesquels nous allons nous engager de manière concrète se situent sur le document qui est... Vous avez participé aux réunions de travail, donc votre contribution figure là-dessus. Ensuite, il y a des objectifs aussi qui sont stratégiques. C'est-à-dire ce que l'on met en place pour arriver, le véhicule qu'on va prendre pour aller là où on a envie d'aller. C'est ce que je viens de décrire. Comment on va mener notre politique, comment on va aller à la rencontre de nos concitoyens et comment aussi, quelle est notre posture et notre discours. Ça, c'est de la stratégie. Concernant les objectifs prioritaires, il faut se dire qu'il y a des objectifs par circonscription et il y a l'objectif national. L'objectif national, déjà, c'est de pouvoir une présente et surtout défendre des thèmes qui sont très importants, à savoir l'égalité et la justice dans tous les secteurs. Pas que dans le secteur social, pas que dans le secteur de la diversité, mais également économique, culturel et tout ce qui vient à côté. Donc familial, etc. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire une sensibilisation en profondeur qui vient d'en bas et non d'en haut, que les gens se disent oui, on est également capable aujourd'hui d'apporter notre contribution, comme l'a si bien dit Ndiaye, si vous avez contribué au flyer, je vous en remercie, que vous aussi vous pouvez avoir votre contribution, que vous aussi vous êtes un acteur politique dans votre circonscription et ça permet d'avoir une envergure nationale. Après, c'est vrai qu'il y a des problématiques par circonscription. Ceci, les candidats vont essayer au mieux de pouvoir les analyser. Mais nous, on n'est pas là pour vendre de la poudre aux yeux. On n'est pas là pour faire croire des choses qu'on ne va pas réaliser. Nous sommes déjà là pour faire prendre conscience que la politique, on est confronté tous les jours. Et tout le monde est confronté à la politique. Et déjà avoir cette conscience et de pouvoir aller aux urnes et que j'espère demain, c'est-à-dire le 11 juin, dans la première circonstance de l'heure, il n'y a que 20 ou 30% maximum d'abstention, c'est déjà une victoire. Montrer qu'aujourd'hui, c'est vous, et c'est vous seuls qui allez décider de qui va vous gouverner. Et non qu'au-dessus, comme se fait aujourd'hui, et vous l'avez vu, des personnes qui ont été parachutées, que j'ai rien contre eux, des personnes issues de la société civile, qui n'ont pas été élues, et qui risquent, parce qu'ils ont un mandat aujourd'hui de ministre, qui risquent d'être élus, alors que c'est pas le peuple qui les a élus, c'est en haut qui les a imposés. Nous, on dit une chose qui est très importante, et ce qu'on a dit lors des élections présidentielles, votez blanc au premier et deuxième tour. Beaucoup de détracteurs nous ont dit le jeu du Front National. Non, on en a marre, on en a assez de voter contre. On veut voter pour quelqu'un aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez cette chance de pouvoir voter pour quelqu'un, à savoir M. Remzi Chekerji et son suppléant, M. Ndiaye. Et il faut continuer ainsi. Il faut arrêter à chaque fois qu'on nous montre, attention le mal, ne votez pas pour cette personne, mais voilà, il faut voter contre. Et c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. Je rajouterais que quand on parle des grands objectifs, notamment l'égalité et la justice, aussi on se réfère à la Constitution, c'est des valeurs profondes républicaines, mais qui ne sont pas mises en œuvre telles qu'on le souhaiterait. L'égalité, c'est un traitement qui n'est pas forcément uniforme, mais qui permet à chacun d'atteindre ses objectifs. Voilà. Ensuite, l'égalité, elle peut avoir plusieurs dimensions. L'égalité territoriale. Est-ce que tous les territoires sont traités
par l'État de la même façon. Quand on regarde des territoires qui n'ont plus accès à la santé, puisqu'il n'y a pas de médecin, où les écoles sont fermées, etc., etc., ça, c'est des problématiques qui sont très fortes, que peut-être nous avons vocation à faire valoir. Même si nous ne disposions pas des moyens qui nous permettront de les mettre en œuvre, mais nous avons aussi la légitimité à faire en sorte que les priorités qui sont partagées par l'ensemble de la population en termes de justice et d'équité soient mises en œuvre. C'est le minimum que chaque citoyen d'entre nous devrait bénéficier. Je ne vois pas pourquoi, par exemple, des familles qui ont des enfants en mobilité réduite ou malade, quoi que ce soit, et qu'on leur demande d'aller dans un autre pays ou dans une autre région ou pour avoir une prise en charge. C'est pas normal. La proximité est une valeur prépondérante que nous avons vocation à défendre sur l'ensemble du territoire. D'autres questions? On est entre nous, allez-y. Hein. Allez-y, je vous en prie. Hein. Alors bon, en fin de compte, là, il y a sur le programme, là, au niveau des jeunes, il y a un gros souci donc, sur le secteur que vous allez avoir sur le Madeleine. Non, mais moi je parle, oui. Il faut se dire que le track que vous avez entre vos mains, ce sont que les grandes lignes, c'est pas le programme. Le programme il est sur le site, il fait environ 35 pages. On vous a épargné les 35 pages, on s'est dit qu'on va se mettre les grandes lignes. Et dans la profession de foi, il y a concernant la problématique des jeunes qui est pris en main. Et on n'a pas de remède miracle. Hein. Avant tout, c'est de pouvoir donner à nouveau confiance à ces jeunes à travers l'éducation. Il faut que ces jeunes puissent étudier. Et pour ça, il faut faire une réforme en profondeur de l'éducation nationale pour qu'il y ait des enseignants adaptés, des classes non surchargées, qui puissent avoir un enseignement qui répond aux besoins pour que ces jeunes se disent avoir une bonne note, c'est pas quelque chose de magique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'eux aussi peuvent le faire. C'est ce qu'on ressent. Hier, on était à Valenciennes et une personne qui nous disait, qui est enseignant, il disait, moi, le nombre de personnes que je vois en 3e, en 4e, qui sont analphabètes. Donc ça pose problème. Il faut que ces personnes, la personne qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, automatiquement va se déscolariser de lui-même parce qu'il va se sentir ne pas être à sa place là-bas. Il a besoin déjà, dès son jeune âge, qu'il puisse avoir cette envie et se dire qu'il est possible de faire. Et c'est ce qu'on dit, c'est que dans les quartiers, dans les banlieues, il est temps aujourd'hui d'avoir une éducation adaptée. Ça sert à mettre une personne qui a agrégé un jeune, qui ne comprend pas le milieu sociologique du quartier, qui est là, qui subit, et au bout d'un certain temps, on est en burn-out ou bien il est en dépression. Donc nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut, comme à l'époque, avoir des professeurs adaptés et qui sont à l'écoute de ces jeunes et qui leur donnent cette motivation en se portant comme un grand frère, en se portant comme une personne qui va les pousser, les faire monter. Et c'est ce qu'il faut pour que les jeunes puissent aujourd'hui pouvoir à nouveau, comme à l'époque, jouir de loisirs, jouir de bien vivre, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui manque, c'est que la jeunesse, on leur dit que vous êtes bons à rien. Et ça se dit partout, vous ne servez à rien. Nous, à l'époque, on faisait comme ça. Mais on ne se dit pas que l'enseignement, malheureusement, est dégradé. L'enseignement qu'il y avait dans les années 80 n'est plus la même qu'aujourd'hui. Moi, je suis toujours adepte à prendre un stylo, écrire. Aujourd'hui, les jeunes, c'est une tablette. On écrit sur ordinateur, on doit faire des devoirs, on fait des recherches sur Internet. C'est très bien, ça permet d'aller plus vite. Mais concernant la progression de la lecture, de la grammaire, de l'écriture, malheureusement, on n'avance pas parce qu'il y a un correcteur. Mais lorsqu'on prend un stylo, qu'on leur demande d'écrire l'adresse du quartier dans lequel il va se diriger, ils ont du mal. Donc on se dit qu'il faut une refonte en profondeur de l'enseignement. Parce que dans une de nos circonscriptions, on dit qu'il y aura une fermeture d'un collège. Que pensez-vous de ceci, du collège qui dépend du secteur de la Madeleine, pas de Nourida? On veut une mixité sociale. Je vais laisser répondre M. Ndiaye. C'est une question qui est importante parce que ça fait la 7e fois qu'on me la pose. Mais, il y a la réponse alors. Je dis toujours que la fermeture du collège n'est pas simplement une perte pour la Madeleine, mais c'est une perte pour, oui, la Madeleine, mais pour aussi toutes les communes qui sont environnantes. Hein. Et quand on observe bien, ça je le dis bien, hein, il n'y a aucun des élus où leurs enfants sont là-bas. Hein. Il n'y en a pas. Donc la décision de fermer le collège, c'est une décision facile pour eux de la prendre. Oui, mais je pense que là, le collège, il pourrait peut-être
valorisé par peut-être des sports, un volet sport-études qui pourrait permettre aux enfants qui sont doués dans le sport et tout de se valoriser parce qu'on leur prend en compte. Parce que quand on ne valorise pas quelqu'un, on ne peut pas l'amener loin. Mais il faut lui donner une bonne reconnaissance de lui-même pour qu'il puisse fournir des efforts et aller vers l'avant. En lui disant que oui, les compétences qu'il a, etc., peuvent être un levier qui va lui permettre d'aller de l'avant. Mais si à un moment, ou bien on peut aussi donner une autre dimension du collège, une école de la deuxième chance, qui permet sur le territoire, tous ceux qui ont loupé 2 ou 3 marches, etc., de pouvoir se reconstituer, etc. Parce que jusqu'à 14-15 ans, rien n'est perdu. On peut rattraper le truc avec une possibilité d'orientation vers des métiers, une formation professionnelle, etc. Mais il faut valoriser d'abord ceux qui sont en grande difficulté et qui n'ont pas une bonne reconnaissance d'eux-mêmes pour pouvoir les amener encore plus loin. Mais ça aussi, ça nécessite que sur ces établissements-là, il y ait des équipes pluridisciplinaires qui ont vocation à les prendre en charge. Vous prenez un centre de loisirs, c'est des animateurs qui sont dedans. Mais l'animateur, lui, il est dans une démarche collective. Il n'est pas formé pour une prise en charge individuelle. Mais si dans l'équipe, il y a des animateurs, il y a des psychologues, il y a des éducateurs spécialisés, il y a toutes ces dimensions-là, et qui ont vocation, sous le pilotage du responsable de l'équipement, d'avoir des réunions d'échange, etc., pour analyser la situation de chaque gamin de manière large. Parce que les problématiques, il n'est pas possible de les prendre d'un seul côté. Il faut avoir un regard beaucoup plus large. C'est comme ça qu'on va avancer pour résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas en restant, en faisant le constat, et de ne jamais aller plus loin que le constat. Oui. Moi, j'ai prospecté un petit peu sur une solide pour les jeunes, si la place des hier, voilà, où j'étais un petit peu à leur rencontre. Donc, ils sont vraiment pauvres. Jeunes de 18, de GPS, vous allez voter, tu joues à voter. J'ai essayé d'instaurer tout, d'expliquer un petit peu le programme de Ramsey. Et donc, ils sont vraiment paumés. Ils sont dans un flou, on ne croit plus à rien, on nous laisse, voilà, on nous refuse ci, on nous refuse ça. On n'a plus que nos voitures et puis rentrer chez maman parce qu'on n'a plus même plus d'argent. C'est cela. Ils sont paumés. Donc, c'est vrai que. Mais quand vous perdez, quand on perd l'estime de soi-même, voilà. Mais on a tout perdu. Voilà. Déjà, c'est un problème pour reconstruire. Voilà, à plus forte raison. Et quand on laisse les choses aller au plus profond, après soit on se démerde de tout ça, et après, c'est des catastrophes. C'est pour ça que je les ai invités. J'ai dit quand il y aura une réunion ce mercredi, c'est pourquoi j'avais dit que nous, on est ouverts. Hein. Quels que soient les quartiers, si les gens qui y habitent nous disent venez, on vient. Voilà, parce que vraiment qu'ils écoutent quelque chose qui leur parle, qui dit, envie de dire. De toute façon, c'est prévu qu'on fasse un réunion à Nétreville, même dans les autres quartiers. Ouais. Justement, bien sûr qu'envers tout le monde, mais plus envers les jeunes. Donc, non, parce que j'ai essayé, il y avait un non, c'est très bien. Justement, c'est l'occasion également, c'est le moment de récupérer les jeunes. Sachez une chose, c'est que concernant l'ensemble des candidats du parti Égalité et Justice et concernant les cadres et tous les membres, les adhérents, nous sommes comment je peux dire, à l'écoute de l'ensemble des gens. On n'est pas des politiciens fermés, nous ne sommes pas là pour faire la langue de bois, nous sommes là pour écouter, pour essayer de faire avancer le débat et accessible. Aujourd'hui, vous voyez très bien que ce soit Ramsey ou bien Papa Dembe Ndiaye, ces deux se disent ouverts 24 heures sur 24, vous pouvez venir parce que c'est des gens du terroir, ils connaissent le terrain, ils savent les difficultés que toute personne a vécues et que toute personne vit, et ils savent qu'il n'y a pas de remède magique, si ce n'est déjà, comme le disait si bien Ndiaye, c'est de donner à nouveau de l'estime à soi-même.
donner confiance à soi-même. Une personne qui a confiance, qui a de l'estime, a envie d'avancer, a envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. Les jeunes que vous décrivez, ce sont des jeunes en manque de repères. Ce sont des jeunes qui sont laissés à l'abandon. Les parents, il y a des fois, ils ont même du mal à les accepter. Parce que pour eux aussi, c'est une charge, étant donné que l'enfant est parti, il avait un emploi, il a perdu son emploi, il revient, ça fait une charge supplémentaire. Ils ont déjà du mal à vivre. Donc il faut pouvoir donner cette estime. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a du travail. En France, il y a tout pour réussir. Mais il faut à nouveau donner cette estime en soi-même, confiance, et tout va reprendre naturellement. Et c'est ce qu'il faut essayer davantage et davantage reconstruire. Vous proposez quoi pour ceux qui ne sont plus jeunes, mais qui ne sont pas encore dans le troisième âge? Entre les deux. Entre les deux. Enfin, on est catalogué nous seniors, à Pôle emploi, 48. Parce que C'est bien. Il y a des gens qui ne sont pas encore très vieux, Voilà, seniors, mais et plus jeunes, qui sont en détresse aussi. nous sommes en détresse. Ben, je pense qu'aujourd'hui, moi c'est ce que je dis à tout le monde, aujourd'hui le fait qu'on ait un CDI ou un CDD, c'est pareil. C'est parce qu'on a un CDI qu'on est plus protégé qu'une personne qui a un CDD. Aujourd'hui les plans sociaux, ça va, tout va, et lorsqu'il y a un plan social, malgré qu'on fasse des manifestations, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut une période de transition. Ces personnes qu'on sait que la société va être mise en liquidation ou bien en redressement judiciaire, on le sait bien avant parce qu'on voit bien que les bilans commencent à être de moins en moins bons. Donc par conséquent, il faut prendre la chose en amont et essayer tout doucement d'orienter les personnes qui risquent de faire partie du plan de licenciement, que ces personnes, on puisse les orienter au fur et à mesure et ça ne soit pas un coup près en disant aujourd'hui vous avez des indemnités, aujourd'hui vous avez des dommages et intérêts, du moins concernant les indemnités de licenciement et vous avez droit à des indemnités de chômage et on verra ça d'ici 2 ans. Inscrivez-vous au chômage, on sait très bien que les conseillers au chômage, malheureusement ce n'est pas leur faute, ils ont 60, 70, 80 dossiers à gérer et c'est ingérable et surtout il n'y a pas de formation adaptée. Et donc le fait du jour au lendemain que ces personnes n'aient plus d'emploi, c'est déjà, comme le disait si bien madame, il n'y a plus d'estime et il n'y a plus d'estime en soi, il manque de confiance et de repères. Moi je suis sûr qu'une personne qui est entre le 3e âge et moins jeune, cette personne a encore beaucoup de capacités à exploiter les capacités. C'est pour ça que lorsqu'on sait qu'une société va mal, il ne faut pas attendre que la société dépose le bilan, ou bien que ça met en redressement judiciaire, ou bien qu'elle délocalise le tout pour faire encore plus de bénéfices dans d'autres paradis fiscaux. Mais il faut en amont déjà commencer à travailler pour qu'il y ait une réorientation de ces personnes lorsqu'ils sont déjà en activité. Et donner la possibilité à ces personnes, pourquoi pas, c'est sûr qu'on n'a pas le remède miracle également, pourquoi pas, à l'époque ce qui se faisait au Pôle emploi, c'est sûr que l'économie allait beaucoup mieux, lorsque ces personnes sont au chômage, leur permettre de créer, éventuellement d'entreprendre, de créer une petite entreprise pour qu'ils puissent se lancer avec des aides publiques, que ces personnes puissent à nouveau créer un emploi, qu'ils puissent à nouveau créer un pouvoir d'achat personnel et collectif. Donc c'est ce qu'il faut essayer de mettre en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, dans toutes les circonstances où nous allons, il y a cette problématique. Encore une fois, je ne sais pas si vous êtes victime d'un plan social, mais si vous faites attention, ou bien les personnes qui sont victimes, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, ce sont des grosses sociétés qui rachètent des petites sociétés, ou alors il y a d'autres bénéfices qu'on va faire dans les nouveaux pays qui ont intégré l'Union européenne, et donc il y a une possibilité de délocaliser, et on ne se soucie plus aujourd'hui de la population, de la société en soi. On préfère voir les bénéfices et les bénéfices. C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui à nouveau. C'est vrai qu'il y a un gouvernement qui est mis en place avec 52% des ministres représentant la société civile, mais lorsqu'on regarde qui tient tout ça, c'est quand même les anciens ministres, c'est les anciens banquiers et j'en passe et j'en passe. Donc c'est toujours la même mélodie qui continue. C'est pour ça que nous on dit oui, l'emballage a changé, mais le produit reste le même. Et c'est de là que la population doit pouvoir montrer qu'aujourd'hui, on a marre de subir, il est temps de pouvoir à nouveau être écouté. Et si on est écouté, je suis persuadé qu'il va y avoir des relocalisations, que ce soit locales, que ce soit dans la circonscription, de sociétés qui vont venir, parce qu'avant tout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les politiques ont besoin de vous. Nous, on n'a pas fait de la politique notre métier, nous, on fait de la politique pour servir. Et une fois qu'ils vont voir que la population aujourd'hui commence à prendre conscience de ce qui se passe, ils vont se dire qu'il est temps de vraiment écouter ce qui se passe en bas et arrêter de penser à chaque fois à leur propre privilège. Pourquoi l'emploi pour les jeunes de la Madeleine, de Netterie et tout ça, moi je suis Schneider par exemple, pour rentrer là-bas, pour avoir le casier judiciaire, il faut qu'il soit vierge. Alors comment on peut donner une deuxième chance, par exemple, à un jeune qui a fait une connerie
Vous savez, pour moi, dans la vie, l'erreur voilà, est naturelle, ça peut se faire. Il n'y a personne qui peut se dire aujourd'hui qu'il n'a jamais commis d'erreur dans sa vie. Après, lorsqu'on demande un casier judiciaire vierge à un jeune, j'aimerais bien qu'on demande également un casier judiciaire vierge à des personnes aujourd'hui qui sont ministres, etc. Certes, on a voulu pour l'harmonisation, etc., cette fois-ci, que les casiers soient tous cryptés avant que les ministres soient nommés, mais je suis sûr qu'il y a encore des casseroles qui risquent de sortir bientôt. Donc, je pense qu'il faut arrêter de juger. C'est ce que nous on dit depuis le début. Il faut arrêter de stigmatiser, de juger l'autre, alors que soi-même on sait qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Un jeune peut faire une bêtise dans sa vie. Un jeune peut refaire une bêtise dans sa vie. Mais ce n'est pas en soi qu'il est mauvais. Et c'est là qu'il faut redonner confiance. Moi, je mets quiconque au défi aujourd'hui, un jeune qui n'a pas envie d'avoir une certaine tranquillité, un emploi, une famille, des enfants, et pouvoir aujourd'hui ou demain, dimanche, lorsqu'il fait bon, sortir en famille avec ses enfants, taper dans la balle. Et tout le monde a envie de faire cela. Si le jeune est en manque de repères, en manque de confiance, c'est que c'est à nous de redonner cette confiance. Le jeune n'a pas été comme ça, c'est la société qui l'a créé. Donc ok, il a commis une bêtise moyenne, grande, petite, on ne sait pas, il a un casier. Mais il faut déjà voir ce que ce jeune peut apporter avant de voir son casier. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, l'erreur. Et ça se passe partout ainsi. C'est pour ça que nous aussi, on a des critiques concernant notre parti. On nous dit que des personnes novices de la politique, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Encore une fois, on regarde le CV. Ah, qu'est-ce qu'il a dans le CV? Qu'est-ce qu'il a dans son casier? Ah, c'est un bon CV, avec un bon casier, c'est bon, tu fais partie. Non, c'est pas ça. On met de côté, on regarde déjà l'humain. Qu'est-ce que lui, la personne, lorsqu'on a pris contact avec cette personne, qu'est-ce que cette personne peut rapporter? Et qu'est-ce qu'il a de bon en soi? Et c'est ce qu'il faut développer. C'est ce qu'on dit. Les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils ont un casier qu'ils sont pour nous des personnes à oublier. Au contraire, s'il a un casier, il a commis une bêtise, c'est qu'il a un mal-être au fond de lui qu'il faut essayer d'élucider. Parce que c'est une époque, toutes les entreprises qui s'installent à Évreux, à un moment, en priorité, devaient embaucher les femmes de la Madeleine ou de Métroville, mais je crois que ça... Vous savez, ce genre de contrat, ce qui se passe, c'est qu'il y a des amendes. S'ils ne sont pas embauchés, ils préfèrent payer les amendes et faire des économies derrière. Bon, après, j'ai aucune velléité par rapport aux élus, hein. Mais les entreprises qui sont installées dans la zone bénéficient d'une exonération d'impôts. Et la contrepartie dans la politique de la ville, c'est d'embaucher les gamins du quartier. Mais l'argument fétiche, c'est que les compétences recherchées par les entreprises, on ne les voit pas il n'y en a pas sur le quartier. Mais l'élu, son rôle, c'est d'anticiper. Gouverner, c'est prévoir. S'il y a un contrat qui est lié avec les entreprises, l'élu, il va amener, par rapport aux compétences qui sont recherchées, un dispositif de formation qui va les accompagner progressivement vers l'acquisition des compétences recherchées pour pouvoir bosser. Mais c'est pas, la réponse n'est pas simplement « Ah oui, par exemple, la pharmacie, on n'a pas de compétences sur le territoire. » Mais la responsabilité d'un élu, pour bien gouverner, c'est d'anticiper. Donc voilà. Après, il appartient aux habitants aussi de savoir où est-ce qu'ils vont mettre leur bulletin. Parce que tout bulletin est important. Tout bulletin est important. Quand on vote par affectif, on a le bâton qui revient comme un boomerang. Quand on vote par affinité, c'est pareil. Il y a des programmes qui sont présentés. Chacun doit regarder chaque programme, de voir exactement là où il se retrouve et de voter. C'est ça la citoyenneté. La citoyenneté, ce n'est pas de l'affectif. Ce n'est pas du copinage. J'ai des bulletins, des propositions qui me sont faites. Je regarde quelle est la proposition qui est la plus en phase avec mes convictions, ma posture, mon discours, et je vais voter à l'heure. C'est ça la légitimité. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose qui représente à la schizophrénie, quoi. C'est-à-dire que le dégagement, oui, c'est bien, mais le dégagement, il ne produira jamais les résultats attendus. Parce qu'on vote par dépit. Donc, il faut regarder les propositions qui sont faites et de prendre en conscience la proposition qui est la plus correspondante par rapport à mes envies, à ma posture.
Moi, pour rebondir, je dirais une chose, après je prends des questions, il faut dire, regarder les propositions, également les propositions réalisables. Parce que nous, on aurait très bien pu vous mettre plein de propositions, dire qu'on va mettre le SMIC à 3 000 €, qu'on va vous créer des sociétés, qu'on a pris contact avec Alstom, qu'on a pris contact avec Boeing, on va vous installer. Mais il faut voir ce qui est réalisable. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est ça. On promet n'importe quoi. Et on dit, ne vous inquiétez pas, moi j'ai cette capacité. Mais ils savent très bien eux-mêmes que leur projet n'est pas réalisable. Vous lisez notre projet, il est réalisable. Donc c'est là, il faut commencer à tout doucement repérer déjà ce qui va mal et pouvoir progressivement réparer. On ne peut pas, avec une baguette magique aujourd'hui, dire que c'est bon, nous allons pouvoir, concernant l'école, la question, on va arrêter, ne vous inquiétez pas, on a la possibilité, on va faire en sorte que l'école ne soit pas fermée. Concernant les jeunes, ne vous inquiétez pas, on va ramener une société. Non, regardez ce qui est sincère et sérieux. Il faut arrêter de se faire toujours tourner. On vous dit, le collège, c'est pas nous qui gérons, c'est le département. Voilà, on balance la balle. Voilà. Donc il faut surtout aujourd'hui voir la sincérité à travers les politiciens. Et c'est pour ça que nous on dit qu'il faut faire une politique sincère et qui puisse être appliquée. Parce que j'aurais très bien pu dire à madame aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on a une politique concernant les personnes ni du 3e âge ni très jeunes, concernant un impôt de crédit sur 2 000 € par année, etc. Mais je les finance comment? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout le monde dit n'importe quoi pour faire croire, une fois que les élections sont passées, on a bien vu un quinquennat qui est passé 5 ans, il y a eu beaucoup de promesses, moi président, sur les 50, à part changer d'épouse, j'ai pas vu grand chose. Voilà, donc, et il paye son coiffeur, je crois, 10 000 € au mois, donc voilà, donc à part ça, on n'a pas vu grand chose. Donc il faut se dire qu'aujourd'hui, il faut voir ce qui est réalisable. Il faut arrêter à chaque fois, à travers des belles paroles, croire à la personne. C'est qu'est-ce qui est sérieux et réalisable. Et les programmes, c'est facile à écrire un prospectus, mettre des photos, c'est facile. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il y avait 2 questions encore. Oui. Moi, je voulais savoir ce que vous pouvez proposer, vous pouvez améliorer pour toutes les femmes qui sont maltraitées, fracassées, parce que c'est, voilà. Parce que quand une femme est frappée, qui descend au commissariat de police, qui est mal accueillie, parce que c'est elle la méchante dans l'histoire, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour toutes les femmes victimes? Alors, c'est quand on a, parce qu'il y a sur tous ces services publics, il y a un ministre. Mais le ministre, il n'a pas vocation à s'enfermer dans son bureau, à faire des discours et à tenir des trucs. Quand moi je suis directeur par exemple d'un centre social, j'ai des obligations. C'est-à-dire que je dois piloter le projet social, son élaboration, sa mise en œuvre, son évaluation. Mais j'ai en même temps à manager une équipe. Si vous ne savez pas ce que les gens font, quels sont leurs discours, quelles sont leurs postures à l'égard de nos concitoyens qui fréquentent l'équipement, vous ne pourrez rien faire. C'est pareil la police. Il faut les pousser ces gens-là, mais il faudrait peut-être les descendre en bas, qui voient ce que les dames subissent. Mais c'est pourquoi je vous dis que quand on est responsable de quelque chose, que l'on soit ministre, député ou quoi que ce soit, on a un droit de regard sur la mise en œuvre de la mission qui vous a été confiée. On ne va pas vous poser des questions et dire il va falloir que j'aille voir si c'est... Non, vous devez tout savoir. Encore une fois, c'est possible de rebondir. Ce qui est important également, il faut prendre le mal vraiment au cœur. Il ne faut pas essayer de rétablir avec des réformes, de la répression en disant que voilà, il y a eu maltraitance de la femme, donc on va enfermer monsieur pendant 6 mois. Une fois qu'il est sorti 6 mois plus tard, madame va à nouveau sous l'affectif se remettre avec monsieur, on recommence. Moi je pense qu'il faut de la prévention, il faut une éducation familiale. Pourquoi on se marie? C'est pas affectif, on vous les remet directement à leur domicile. C'est vrai également, souvent c'est aussi ça, voilà, souvent c'est également ça. Donc il faut aujourd'hui, je pense, qu'il y ait à nouveau que le socle familial soit au cœur de notre politique. Pourquoi la famille? Pourquoi les enfants? Pourquoi un couple? Pourquoi un homme et une femme? Pourquoi cet équilibre qu'il faut pour pouvoir préserver également l'équilibre des enfants? Tout ça c'est important parce que lorsqu'il y a des querelles entre papa et maman, les enfants psychologiquement ils vont aussi mal. Il faut que certes le ministre doit avoir un programme adapté, mais avant tout localement il faut des centres ou bien des programmes de prévention, ou bien lorsqu'on se marie, ça ne va pas être aussi simple que cela. Pour les personnes qui se marient, on passe à la mairie, on publie les bancs, le maire nous fait son petit discours, nous lit les articles du code civil, on signe et c'est fini. Non, il faut, je pense, pourquoi pas préalablement voir les intentions, quelles sont les motivations du mariage, et surtout lorsqu'il y a maltraitance de la femme,
prendre au cœur le problème, parce que je ne dis pas que la femme elle est toujours maltraitée ou pas maltraitée, mais lorsqu'une personne va jusqu'à l'hôtel de police porter plainte ou bien qu'elle se met en sécurité là-bas, c'est quelque chose qui va mal. Donc là, il faut écouter, il ne faut pas seulement demander à monsieur de passer ou bien d'envoyer une patrouille qui ramène monsieur, le met en garde à vue pendant 24 heures. Après 24 heures, on prend sa déposition et on dit vous êtes convoqué au tribunal. Finalement, comme c'est la première fois, ben, il n'est pas condamné, il n'y a pas de mandat de dépôt, il y a du sursis, il a une amende. Comme je vous ai expliqué avant, ou bien il revient parce qu'il doit revenir, ou bien parfois madame, il y a des enfants, pour les enfants, on est prêt à faire des concessions, mais c'est rebelote. Donc il faut une fois pour toutes prévenir avant et surtout prendre tout ce qui se passe en considération. Il n'y a personne qui va porter plainte, bon ça arrive, il y a des cas, il y a toujours des exceptions, il n'y a personne qui va porter plainte pour nuire quelqu'un. S'il allait porter plainte, c'est qu'il commence à avoir malaise. Et c'est pour ça que le socle familial doit être important. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre société, ce qui va très mal, c'est que le socle familial, on ne prend plus en considération. La famille n'a pas autant de valeur qu'elle avait à l'époque. Aujourd'hui, la famille, c'est même le papa n'a plus d'autorité sur l'enfant. L'enfant a plus d'autorité sur le papa. Donc c'est pas logique. Il faut les rôles ne doivent pas être si facilement inversés. Donc c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même. Je parle des généralités, bien entendu. Je ne dis pas pour tout le monde. Je dis bien entendu. Je dis pas ça pour tout le monde. Mais on voit surtout dans certains quartiers, lorsque les parents sont délaissés, lorsque le papa il dit mais moi j'y peux rien, je peux plus rien faire pour mon enfant. Il a 14 ans. C'est malheureux. À 14 ans, nous, on demandait l'autorisation pour sortir. Mais c'est toujours le cas. Chez vous, c'est très bien. Mais respect, c'est ce qu'il faut. Et je pense que c'est ça qui permet d'avoir un équilibre. Et c'est ce qu'il faut, à nouveau, rééduquer cette éducation aux familles. Parce que les parents, aujourd'hui, sont tellement à l'abandon que les enfants grandissent eux-mêmes. Ils grandissent à travers leur PlayStation, à travers leur téléphone et à travers les amis qu'on ne connaît même plus. À l'époque, un ami, on devait d'abord le présenter à la famille. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'ami, bon, je ne vais pas être vulgaire, mais toi, ça ne te regarde pas. Voilà, c'est tout. Mais il y a une cause supplémentaire aussi, c'est-à-dire que beaucoup de familles vivent tellement mal qu'elles passent au-dessus de l'essentiel, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps de discuter avec les parents entre eux-mêmes déjà. Il n'y a pas de temps pour discuter avec les enfants, etc. Et ce qui fait qu'on est concentré sur le quotidien, comment on va manger, qui fait que l'essentiel, on l'oublie. Donc ça nécessite aussi une véritable politique familiale qui va faire en sorte que les parents, à un moment donné, ils se sentent suffisamment à l'aise dans une certaine tranquillité et pour pouvoir assumer pleinement et entièrement leur rôle. Ça, c'est moi, je connais des familles où les parents, que ce soit le père, la mère, on est dans une précarité telle que l'éducation des enfants, c'est pas la priorité. Hein. C'est pas la priorité. Et les conséquences que ça draine, c'est les constats qu'on peut faire sur des difficultés, etc., etc. Après aussi, par rapport à l'institution, que ce soit la police, le tribunal et tout ça, il y a aussi un volet respect des familles qui est à mettre en œuvre. C'est-à-dire l'État et ses services n'a pas à intervenir de manière juste et équitable, quoi. On a encore une question. Bon, on l'excuse, comme il a gagné, on l'excuse. S'il avait perdu, ça aurait été différent. Hein. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui a été sur Métroville, à Madeleine, Métroville, qui a bien réussi, qui commence à bien réussir dans sa vie. Hein. Je pense qu'il véhicule une image, et donc sur les galas, sur Évreux, sur ceci, c'est une image représentative du bien, du mal, des bêtises qu'il a fait, du chemin qu'il a parcouru, du travail qu'il fait. Maintenant, il y a une maison à Marnière, une femme, ceci, cela. Il continue dans la boxe, ceci, il continue à travailler. Enfin voilà, j'essaye à chaque fois d'associer cette personne, si vous voulez, et d'en parler. Et j'arrive à rassembler. Parce que c'est un repère. Les gens sur les quartiers le suivent. Mais c'est ce qui est important. Il faut arrêter à chaque fois de montrer ce qui ne va pas. Il faut aussi montrer ce qui va.
pour donner confiance aux personnes qu'on peut également faire des choses bien. À chaque fois, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on montre toujours ce qui ne va pas. Et ça met encore une nouvelle fois la personne en retrait de ce qu'il a envie de faire, parce qu'à chaque fois, c'est pas possible. C'est toujours ce discours que nous avons. Aujourd'hui, nous, on dit qu'il est possible, à travers notre engagement, qu'il est également possible que chacun puisse s'engager. Mais ce qui se passe lorsqu'une personne veut faire quelque chose dans sa vie, c'est d'abord, on lui met les barrières. On dit non, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. On ne dit pas que si c'est réalisable, c'est pas parce que tu viens d'un quartier, c'est pas parce que tu viens d'un milieu, ou bien que tu viens d'un secteur que tu n'es pas capable. Tu es autant capable que les autres. Mais il faut se donner cette confiance. Et c'est vrai que si ce jeune a réussi, ben on lui souhaite bonne chance pour sa finale d'aujourd'hui. C'est championnat de France, après il a déjà été champion de France. Donc bon, là il part sur du travail, mais il véhicule quelque chose. À Gravigny, on a rassemblé Navarre et Netreville, donc même moi j'étais. On est associés. Ben maintenant il ne reste plus qu'à rassembler autour de Remzi et de notre ami Ndiaye. Le plus important, c'est qu'il vienne à toutes les réunions, mais le plus important, c'est qu'il arrive à rassembler le 11 juin. Voilà. Donc, le 11 juin, il n'y a pas de match de boxe. Le 11 juin, son match sur le ring, c'est aux urnes. Le bulletin dans l'urne. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, j'ai juste une question. Si M. Ramzi est élu, et je le souhaite, Merci. est-ce qu'il y aura quand même des réunions après pour vous si on a d'autres trucs, des questions, d'autres trucs qu'on voudrait Avant qu'il réponde à la question, sachez une chose. Notre ami Remzi, il fait partie d'un parti politique, Parti Égalité et Justice. Nous, on envisage d'ores et déjà, de manière anticipée, de créer des sections partout. Donc ça va continuer. Ça va continuer pour 2020, pour 2022, pour 2026, pour 2027, chez les élections municipales, législatives, mais encore les élections européennes, etc. Et si tout se passe bien, pourquoi pas 2022, l'élection présidentielle. Si on arrive à faire une réforme concernant les 500 signatures, parce que ça va être difficile d'avoir 500 signatures d'élus, mais on va essayer de présenter un candidat pour 2022 également. Donc, pour répondre sur le plan national, oui, le Parti Égalité et Justice sera encore là, il sera à votre écoute, et sera là pour durer. Nous sommes là pour rester, parce qu'avant tout, nous, on tire notre force de vous. Donc tant que vous êtes là, tant que le peuple est là, nous on sera là. Voilà, je pense que le président Kolak a répondu. Donc tant que vous nous soutenez, donc nous continuerons à faire de la politique et vous soutenir également. Voilà. Et vous envisagez un jour de devenir maire d'Évreux? Comment? Maire d'Évreux. Ouais. Pourquoi pas? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Vous savez très bien, impossible n'est pas français. Voilà. Maire de droite à Évreux. Vous avez un ministre maintenant. Peut-être de gauche aussi. Hein. Mais c'est le maire et les ministres. Ouais. Donc s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. On va interrompre notre conférence de presse aujourd'hui, ici, et on vous demande de soutenir que ce soit Remzi, que ce soit Papé, Dembe, Ndiaye, dans cette lutte qui est très difficile, puisqu'au 11 juin, et en plus ça, ils ont un adversaire coriace qui change de veste, de chemise, de pantalon, et j'en passerai, selon ses intérêts. Donc il faut dire stop à tout cela. Certes, aujourd'hui, peut-être que Remzi ne va peut-être pas gagner, mais il a déjà gagné beaucoup en vous réunissant, en gagnant vos cœurs, et surtout, il rapporte un renouveau sur l'échiquier politique, et c'est ça qu'il faut pouvoir toujours tenir et faire grandir. Je vous remercie, bonne journée à tout le monde et bon week-end, bon dimanche. Merci.